matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Il s'en passe des choses en ce moment en France d'ailleurs et sur la scène internationale. Et en France, on a eu à 2 jours d'intervalle, 2 discours et 2 ambiances. Alors un discours politique d'abord, l'allocution d'Emmanuel Macron le 5 décembre, dans un contexte historique, il faut le dire, où sa proposition gouvernementale de budget pour la sécurité sociale a reçu une motion de censure des parlementaires, donc je le rappelle, des représentants des Français. Malgré ce désaveu unique, 3 mois, pourtant seulement 3 mois, jour pour jour après la nomination du dernier chef du gouvernement, Michel Barnier, eh bien, Emmanuel Macron ne semble pas questionner sa responsabilité. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu le 5 décembre. Il a plutôt pointé celle des autres. On écoute un extrait. On choisit de les aider. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme, qui insultait leurs propres électeurs. Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre, qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche, et cela avec la complicité du reste du nouveau Front populaire. Non pas pour faire, mais pour défaire, pour créer le désordre. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi ? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter, et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Mais ce faisant, d'abord, il se garde bien de vous rappeler... Oui, d'accord. Alors, vous avez compris, Emmanuel Macron, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Ceux qui ont voté la motion de censure sont, eux, irresponsables. Ils veulent le chaos et ils pensent seulement aux élections présidentielles. Emmanuel Macron, évidemment, est au-dessus de tout ça. Alors, quelle a été son annonce ? Eh bien, il va nommer dans les prochains jours un Premier ministre qui il chargera de former un gouvernement d'intérêt général. On écoute sa conclusion. Mobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer, ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Sa priorité sera le budget. Une loi. Voilà, donc 2 jours plus tard, c'est derrière ces annonces, une cérémonie grandiose autour du chantier historique de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et malgré le refus appuyé de l'évêché, eh bien, Emmanuel Macron a tenu malgré tout son discours au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour cause de mauvaise météo. Il a ainsi endossé l'habit, en tout cas souhaité endosser l'habit du chef de nation que l'Assemblée lui a 2 jours plus tôt pourtant désapprouvé. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours au sein de Notre-Dame de Paris. Monseigneur, Notre-Dame de Paris vous est redonnée. Ensemble, vous avez rendu cela possible. Soyez-en remerciés. Vive Notre-Dame de Paris, vive la République, vive la France. On avait aussi dans ce discours, cette cathédrale fut la métaphore heureuse de ce qu'est une nation et de ce que devrait être le monde. Voilà comment Emmanuel Macron essaye d'endosser, on va dire, l'habit de celui qui a dirigé et reconduit la reconstruction de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, moi, ça me fait un peu penser, mais on va en parler avec Jean-Frédéric Poisson dans quelques instants, ça me fait un peu penser à son discours de clôture des JO, où il essaye lui aussi là de rappeler que quelque chose, vous rappelez cette phrase, un sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, mais au fond c'est ça la vraie vie. C'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines, disait Emmanuel Macron dans ce discours de clôture des JO. Une façon d'endosser un habit, alors que là encore il avait été désavoué par les élections européennes puis législatives.
intéressant, hein, comme ces grandes cérémonies, que ce soit les JO ou Notre-Dame de Paris, permettent de récupérer peut-être ce qu'il n'a pas gagné en termes politiques. Mais c'est toute l'analyse que je vais proposer à Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Clémence Soudakova, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous et pardon pour le Merci à vous. retard. Nous avons eu des problèmes techniques en début de matinale. Jean-Frédéric Poisson, je rappelle, vous êtes président de Via la Voix du Peuple. Comment avez-vous réagi à ces deux discours ? Je suis un peu gêné pour vous répondre parce que je ne sais pas très bien sur quel pied danser en réalité. Je vais m'expliquer brièvement. D'abord, celui de la semaine dernière, enfin celui de post-censure, est une catastrophe. C'est du Macron chimiquement pur, responsable de rien, même pas de ses propres décisions au fond, et qui met en scène une première dans l'histoire française des institutions. Le président de la République tape à bras raccourcis sur la représentation nationale et sur l'Assemblée. Je pense qu'il n'y a pas de précédent. Et je pense que c'est très grave parce que le pouvoir exécutif ne devrait s'interdire de parler dans les termes qu'il a utilisés de la représentation nationale et de ce qui est la première expression de la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'Assemblée. Il l'a fait dans des termes insupportables, continuant d'alimenter la mécanique qui a produit au fond la situation terrible dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le chef de l'État, non pas comme chef de l'État, mais comme distributeur de bons points, comme arbitre des élégances, comme déterminant lui-même qui a le droit de jouer, qui n'a pas le droit de jouer. Un peu comme dans le projet de loi sur l'euthanasie, au fond, où on détermine qui a le droit de vivre et qui n'a pas le droit de vivre. C'est un peu la même logique, au fond, de tri sélectif, si j'ose dire, pour des critères qui ne sont évidemment jamais les bons. Donc ce président-là, Macron, doit partir, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et comme je l'ai dit dans la communication que j'ai faite à cette occasion, la censure est peut-être pas l'idéal, mais tout ce qui peut rapprocher le président de la République de la porte de sortie est bon à prendre, donc prenons. Et puis il y a Notre-Dame. Et alors là, on a un autre Macron. Oui. C'est-à-dire un discours d'une sobriété comme je ne crois pas l'avoir entendu depuis 7 ans. Alors avec toujours ce ton un peu mièvre, surjoué, doucereux, faussement ému, en fait, moi j'ai vraiment du mal, même physiquement, à entendre, mais qui a accepté la réalité qui s'est imposée à lui, parce que la Sainte Vierge est plus fort que tout ça. Voilà, on est grand quand on est capable de se ranger derrière plus grand que soi. Notre-Dame est une des plus grandes choses que la France ait jamais réalisées. À l'hommage d'une des plus belles, de la plus belle créature seulement humaine qui ait jamais foulé le sol de notre terre. Je parle de la Vierge Marie. Et donc ça méritait de se faire petit en face de ça, et dans une large mesure, il a réussi à le faire. Et je pense que les macronistes peuvent, d'une certaine manière, nourrir des regrets, parce que comme chef de l'État, c'est lui qui a donné l'impulsion, il a fait son métier, il faut le lui reconnaître. Il a su s'entourer des personnes idoines, il faut le lui reconnaître. Il a su voter des lois spéciales pour contourner la technocratie et faire en sorte que la haute fonction publique ne bloque pas ce qu'elle a l'habitude de bloquer ou de ralentir. Et puis il a laissé faire ceux qui savent. Et imaginez que la France ait été gouvernée ainsi depuis 7 ans, avec la même méthode, avec le même état d'esprit. Je mets de côté le contenu de son projet politique, qui reste néolibéral, absolument, à jeter. Et je mets de côté aussi la conception qu'il a de l'Église. Il avait dit aux Bernardins en 2018, faites de l'action sociale, faites de l'école, mais abandonnez Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est pas très sérieux. C'est une citation, bien sûr, de ma part, que nos auditeurs ne se méprennent pas. Donc il ne comprend pas ce que c'est que l'Église, il ne comprend pas ce que c'est qu'une religion, mais d'une certaine manière, la Vierge Marie et Notre-Dame de Paris l'ont écrasé, et il a résisté moins que d'habitude. Donc je me dis, voilà, le Macron que nous avons connu est toujours le même. Il est capable de démontrer un peu d'humanité et d'humilité de temps en temps. Il aurait fallu le faire davantage, mais c'est trop tard. Maintenant, c'est pas Notre-Dame qui va me faire changer d'avis sur le discours post-censure. Est-ce que, parce que j'entends bien ce que vous dites, quand vous dites je ne sais pas sur quel pied danser, puisque finalement, et moi, pareil, j'ai interrogé un peu des personnes autour de moi, beaucoup de personnes, même pas politiques, pas d'hommes politiques, mais de Français ont été étonnés en bien
par le discours d'Emmanuel Macron au sein de Notre-Dame. Déçu bien, exactement. Par le discours d'Emmanuel Macron au sein de Notre-Dame. Est-ce que c'est pas le problème, c'est que on peut rappeler par exemple un Philippe de Villiers qui avait été très convaincu par les prises de parole d'Emmanuel Macron quand il est allé lui rendre visite au Puy du Fou, et puis finalement très déçu après. Est-ce que c'est pas aussi le problème entre guillemets d'Emmanuel Macron que de savoir faire entendre à ceux qui veulent l'entendre au moment où ils veulent l'entendre un certain discours, et ne pas tenir ce discours, et ne pas être ne pas le porter surtout. Et première question. Et deuxième, vous avez dit on est grand quand on accepte de se ranger derrière plus grand que soi. Ou alors, pardon d'être un petit peu plus offensif que vous, mais est-ce qu'on ne pourrait pas nommer ça du parasitisme? C'est-à-dire, il y a quelque chose de très grand et on s'incruste dans l'objet. La basse récup, pour parler voilà, oui. langage de la machine à café. Bah oui. Pardon, mais moi je trouve un parallèle quand même, c'est pour ça que je disais en introduction, avec ce discours des JO, où Emmanuel Macron, alors qu'il avait été désavoué par les urnes, son parti avait été désavoué par les urnes, récupérait la gloire de la cérémonie des JO. Et là, on a l'impression qu'il y a comme un parallèle entre les deux à chaque fois. On ne peut pas tenir le chef de l'État responsable de tout ce qui ne va pas bien et ne pas lui accorder le crédit de ce qui fonctionne à peu près. Il faut choisir son camp. C'est soit rien du tout, soit les deux. Or, il faut reconnaître que l'impact des pouvoirs publics français dans l'organisation des Jeux Olympiques, comme dans la restauration de Notre-Dame, a été évidemment décisif, et que ni l'un ni l'autre n'aurait pu exister sans une implication forte de la part de l'État, ce qui est d'ailleurs son rôle. Il n'y a pas de mérite à s'en occuper. Il y a mérite à avoir réussi. Donc il faut lui reconnaître la part qu'il a, qui est la sienne, qui est réelle, alors qu'il surjoue cette part pour en faire une forme de show personnel, de tentative de récupération et de moyen de revenir dans un jeu diplomatique international dont il est exclu à peu près complètement depuis maintenant longtemps, qui se refasse la cerise, comme on dit dans le cyclisme, auprès de l'opinion, en particulier des chrétiens, qu'il a largement injurié depuis 7 ans. Tout ça est vrai. Qu'il en profite, ma foi, ça fait partie du théâtre politique et du jeu de la communication. Dans le principe, ça n'est pas choquant. C'est pas étonnant en tout cas. Mais je pense malgré tout que vous avez parfaitement raison. Il a cette capacité à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. La surprise qu'on peut avoir et le regret que pourraient nourrir ses partisans, c'est de se demander pourquoi il ne l'a pas fait pendant 7 ans. Parce que c'est quand même mystérieux. Mais il l'a fait. Il a une fois. Non, mais le discours, il les tient, les discours qui sont censés être rassurants d'un côté et puis de l'autre. Le problème, c'est qu'il ne peut pas satisfaire tout le monde en même temps. Donc un jour, il penche à gauche, un jour à droite. Je ne visais pas ça, Clémence Oudiakova. Je disais sur la méthode de gouvernement. Encore une fois, ce qui est clé dans la rénovation de Notre-Dame, il y a 3 choses. Il y a la capacité de contourner le poids de la haute fonction publique française et ses capacités d'inertie et de ralentissement. Pas que de la haute fonction publique, de l'État en général. Ça s'appelle une loi spéciale. 2, le fait de nommer des compétences idoines aux bons endroits. Reconnaissez qu'on n'a pas été gâté depuis 7 ans en matière de compétences aux bons endroits, au gouvernement et ailleurs. Et 3, le fait de s'appuyer sur le peuple français. Les métiers pour la réalisation du bâtiment, de l'édifice en tant que tel, et puis de tout ce qui est compris, et le soutien financier du peuple français qui a participé. Ces 3 éléments-là sont absolument absents de 7 ans de gouvernance macronienne. Absents. Sur le fond de la communication, c'est le même homme. Vous n'allez pas nous changer un bonhomme comme ça en 48 heures. Il n'y a que les conversions radicales. Alors, Notre-Dame a été une conversion spectaculaire. Oui. Paul Claudel étant la plus connue. Exactement. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Mais c'est bien le même bonhomme. Et c'est pour ça que je dis, au fond, malgré tout, le Notre-Dame en tant que tel, bien plus que les Jeux Olympiques, à mon avis, bien plus que les Jeux Olympiques, manifeste, la possibilité, non pas la possibilité d'une île perdue, mais ce qui aurait pu être l'esprit du macronisme. En tout cas, c'est quelque chose qui se rapproche de ce qu'il avait lui-même décrit il y a 7 ans dans son livre Campagne, et qu'il n'a jamais mis en place. C'est la raison pour laquelle donc je n'ai pas d'illusion, je n'ai aucune espèce de surprise dans une large mesure, parce que je sais que l'homme est capable de tout et de son contraire, d'ailleurs souvent au même moment. Mais voilà, je me dis, il y a 2 facettes, au fond, du macronisme qui apparaissent. La première, celle de jeudi soir qu'on a vue pendant 7 ans, la deuxième qu'on a vue pendant, comme une espèce en temps masqué, comme disent les informaticiens,
pendant la rénovation de Notre-Dame et qui n'est apparu que là. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, les macronistes pourront nous expliquer, mais oui, mais regardez ce qu'il a fait pour Notre-Dame. Oui, c'est tout ce qu'il, il n'a fait que ça. Que n'a-t-il appliqué ça aussi aux autres réformes pour notre pays? Ouais, on sait aussi qu'il s'est tout de même opposé plusieurs fois à l'Église, puisqu'il n'avait pas le droit, notamment, de rendre son discours au sein de Notre-Dame de Paris, puisque c'est pas son rôle en tant que chef de l'État. On peut aussi interroger certaines, comment dire, représentations, certains habits sacerdotaux également. Enfin, il y a certaines choses quand même qu'on peut interroger sur ce qui s'est passé et éventuellement le rôle d'Emmanuel Macron. Sur les habits sacerdotaux, d'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait pour savoir comment ça a été confectionné, puis la fameuse photo des habits pour que tout le monde voit de quoi on parle. Absolument, Jean-Charles de Castelbajac, vous savez, donc il a 75 ans aujourd'hui, il a habillé Andy Warhol, Lady Gaga, Madonna, Katy Perry. C'est sa 3e collaboration avec l'Église. En 87, il avait déjà collaboré avec l'Église. En 97, c'est lui qui avait habillé le pape pour les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. C'est l'ancien directeur artistique de Benetton, ce qui veut donc dire que pour lui, la couleur, c'est essentiel. Et on l'a bien vu, on l'a vu dans la tenue arborée par Monseigneur Ulrich hier. C'était très très coloré. Il a réalisé tout spécialement les chapes, les mitres, les étoles, les chasubles, les dalmatiques et les bannières qui ont été arborées par les évêques, les archevêques, les prêtres, les diacres et les chanoines hier. Et les techniques utilisées par le styliste sont-elles aussi révolutionnaires? Absolument, puisqu'il a à la fois travaillé la broderie, alors je cite la broderie de paillettes martelées, donc qui est une technique très très ancienne, mais aussi la technique du flocage et du matelassage, qui sont des techniques qui sont plutôt utilisé dans le sport. Voilà, bon, vous avez compris, hein, donc le styliste de Castelbajac qui a habillé eh bien, tous ceux qui étaient présents et notamment Monseigneur Ulrich à cette cérémonie. On va voir ensuite une photo, vous pourrez voir d'autres encore vêtements. Comment vous réagissez, Jean-Frédéric Poisson, à ces habits sacerdotaux? Alors de 2 façons, 3 façons. La première, bon, c'est on pourrait être tenté de considérer que c'est un peu l'écume des jours par rapport à l'événement Certes. planétaire, politique, mais surtout spirituel que représente non pas la réouverture de Notre-Dame, la permanence de Notre-Dame dans les siècles. C'est ça l'information, c'est qu'elle est encore là, 850 et plus de 850 ans après sa dédicace. Deuxièmement, il est vrai que ces vêtements-là constituent une entorse au code habituel de la liturgie de l'Église, et que la liturgie de l'Église est elle-même signifiante, c'est-à-dire que les célébrants ne mettent pas n'importe quelle couleur à n'importe quel moment en fonction de ce qui leur plaît. Tout ça est codifié, il y a des symboles spirituels derrière ça, derrière les symboles spirituels, il y a à la fois la déclaration d'une foi et puis l'appel, à partager cette foi. Après, troisièmement, pour cet événement exceptionnel, on a voulu faire élaborer des vêtements liturgiques exceptionnels. Ça se fait aussi de temps en temps, c'est pas une nouvelle. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais cette idée d'une croix en or qui est le symbole du rayonnement du sacrifice du Seigneur, des couleurs qui partent de tous les côtés, qui marquent le rayonnement universel, sans doute la conjonction de toutes les couleurs des temps liturgiques réunies au même endroit qui disent un peu que cette Église est de tous les temps et que la foi est de tous les temps. Voilà, il y a une lecture aussi qui me paraît pas... on n'est pas dans le sacrilège, si vous voulez. On est dans une espèce d'innovation. On peut se demander si elle avait quelque chose à faire à cet endroit-là et à ce moment-là. Je crois pas que ce soit si grave que ça. Voyons-y. Une capacité aussi... une nouvelle capacité ou une capacité renouvelée du rayonnement de Notre-Dame à travers le monde. D'accord, vous prenez ça plutôt bien, vous, ces vêtements jaunes, Oui, rouges enfin, et oranges. encore une fois, je peux pas être soupçonné d'être progressiste sous aucun rapport. Pourquoi vous dites ça? J'aime bien le progrès, je préfère le bien, comme dit l'autre, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'anecdotique, même si je comprends ceux qui disent que c'est signifiant, ils ont raison. Ils ont raison. Il y a aussi dans la liturgie catholique des tenues particulières qui sont parfaitement prévues pour ce genre d'événement. Ça existe. L'Église, avec 2000 ans d'histoire, on pensait bien qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'elle a laissées de côté en termes de procédures, de codes, etc. Donc tout ça existe.
L'archevêque de Paris a souhaité s'en affranchir. Bon, voilà. Est-ce que c'est grave? Non, je pense que ça n'est pas grave. Dire, si c'est pour dire, c'est toujours pareil, c'est un problème d'intention. Si c'est pour dire non au code, non à la tradition, non à tout ce qui est derrière nous, parce que ça n'a plus aucun sens, ça n'a pas d'intérêt, alors là, il y a un problème. Si c'est pour dire, profitons de cette occasion pour accroître et augmenter le rayonnement de l'Église, y compris en adoptant une tenue à titre exceptionnel et uniquement pour cet événement qui soit plus moderne, écoutez, c'est pas si pire. Dans quelle intention sommes-nous? Il faudra demander à celui qui a décidé ça, c'est-à-dire l'archevêque de Paris. Ouais. Alors, pour conclure, Jean-Frédéric Poisson, donc on a bien compris, 2 discours, 2 analyses différentes du même homme. Quel est votre, et avec tout ce qui se joue en ce moment, quelle est votre analyse sur cet homme qui est capable d'avoir 2 faces? Elle Et n'a sur pas ce qui va changé. suivre? Ouais. Je pense la même chose de cet homme depuis 9 ans, c'est-à-dire depuis qu'il est entré, bientôt 10 d'ailleurs, depuis qu'il est entré à Bercy. Non, 10 ans, d'ailleurs. Depuis qu'il est entré à Bercy comme ministre de l'économie, ce qui a permis au Parlement de l'époque de le découvrir. C'est un homme orgueilleux, qui n'est pas psychologiquement complètement stable, qui est capricieux, c'est un hypermnésique, gros travailleur, parfait connaisseur des dossiers qu'il a à traiter, ça on peut pas lui retirer. Séducteur pour ceux qui y sont sensibles, ça n'a jamais été mon cas. Mais la première victime de l'intelligence, de l'orgueil, pardon, c'est l'intelligence. C'est-à-dire cet homme a une incapacité à comprendre ce qui se passe autour de lui qui est saisissante. C'est un des pires managers de l'histoire, c'est un des pires DRH que je connaisse, et j'en ai rencontré de pas bons. Enfin, c'est une catastrophe ambulante. Donc ça continue. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, tout ce qui peut le rapprocher de la porte de sortie de l'Élysée est bon à prendre, je maintiens ça. Ceux qui prédisent le chaos n'arrive pas. La Bourse de Paris, je n'ai pas vu comment elle a ouvert il y a une demi-heure, mais enfin, après l'annonce de la censure, elle s'est plutôt bien portée, de même que les marchés financiers. Donc tout le monde comprend qu'en réalité, les institutions fonctionnent. La preuve, puisque tout ce qui se passe est inscrit comme tel dans la Constitution. Deuxièmement, que le problème, tout le monde comprend petit à petit que le problème n'est pas l'Assemblée nationale ni la décision du peuple français qui fait bien ce qu'il veut, c'est ce qui est écrit là aussi dans la Constitution à l'article 2, il est souverain. Mais le problème, c'est le chef de l'État, donc il faut que le chef de l'État s'en aille. Je n'ai pas changé d'avis. Après, le jeu des partis politiques, c'est le jeu des partis politiques, que voulez-vous que je vous dise. On s'interroge de temps en temps sur le point de savoir si ils ont autre chose en tête que leur propre intérêt. Le propre intérêt fait partie de la réflexion, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui croient à quelque chose dans les partis politiques, ça existe. La question de savoir à quel endroit ils mettent ces convictions par rapport aux arbitrages qu'ils doivent faire. Le problème, il est très simple à décrire. On décide en haut lieu que ce qui a été rejeté dans les urnes à 2 reprises aux européennes et aux législatives doit continuer à gouverner le pays, c'est-à-dire ce fameux bloc central qui n'est ni un bloc ni central, qui est en fait une coalition néolibérale dans ce qu'elle a de pire, doit pouvoir continuer à gouverner le pays en écartant les 2 principales forces politiques que sont d'un côté la gauche dans son ensemble, de l'autre côté le Rassemblement national, dont vous vous dites nous allons gouverner en mettant de côté 18 millions d'électeurs. C'est pas possible. Voilà, c'est tout. Donc vous pouvez essayer tant que vous voulez, ils réessaieront avec le même résultat, on censurera le gouvernement à nouveau, en tout cas j'espère, et j'espère qu'on n'attendra pas 6 mois pour le faire cette fois-ci. Et puis au bout de la 3e censure, je pense que le président de la République n'aura pas d'autre ressources que de s'en aller. La Constitution dit qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant 1 an, c'est exact. C'est sa lettre, enfin avant le mois de juillet, pardon. Très bien, c'est exactement ce qu'elle dit. Maintenant, je partage assez l'avis qui a été évoqué sur votre antenne tout à l'heure par M. Benassa, qui disait, après tout, la souveraineté populaire est telle que si on constate une situation de blocage, une élection présidentielle anticipée, et que la seule moyen de débloquer, c'est d'organiser une élection législative avant ce fameux délai de juillet, eh bien, il faudra le faire, on le fera. Oui, vous avez rappelé vous-même qu'Emmanuel Macron est capable de prendre des lois exceptionnelles pour Notre-Dame de Paris. Donc pourquoi ne le fait-il pas pour le reste? Oui, puis, comme disait mon ami, regretté ami et collègue Patrick Devedjian, qui regarde tout ça du ciel aujourd'hui, le Conseil constitutionnel rend des services, il ne rend pas des décisions. Donc, à partir de là, ça pourrait être une décision intelligente, pour le coup, à titre exceptionnel. Et puis la théorie des circonstances exceptionnelles existe en droit constitutionnel.
Bien sûr. depuis maintenant plus d'un siècle. Donc tout ça pourrait s'arranger. Maintenant, la clé, c'est clairement le départ du président de la République, Oui. que j'espère le plus rapide possible. Alors, dernier élément qu'on a pu voir lors de cette cérémonie à Notre-Dame de Paris, c'est la venue de Donald Trump, qui est d'abord rendu visite à Emmanuel Macron à l'Élysée. Je propose d'écouter un extrait de Donald Trump qui est traduit par BFM à l'Élysée, puis ensuite une poignée de main intéressante devant le parvis de Notre-Dame. On regarde ça. Heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Nous avons une excellente relation. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup accompli ensemble par le passé. Le peuple français est formidable. Les Français sont très nombreux d'ailleurs aux États-Unis. Nous les respectons, nous les aimons. Ce sont des gens pleins de talent. C'est un honneur d'être ici. Nous avons passé un bon moment ensemble, avec beaucoup de succès dans notre travail commun, dans la défense, l'offense. Et on voit que le monde devient un petit peu fou et on va en parler. Merci beaucoup. Voilà, c'est intéressant. Il dit on voit que le monde va devenir un peu fou. Alors, les Français sont très bien, machin. On voit que le monde est en train de devenir fou et on va en parler. Donc, déjà intéressant. Emmanuel Macron qui s'empresse de dire merci beaucoup. Et regardez cette poignée de main devant le parvis de Notre-Dame. Ah, ça, c'est très curieux. Voilà, bon là, elle repart en boucle. Alors, vous l'avez vu, alors d'abord, il dit... C'est une posture de bras de fer, comme dans les concours qu'on voit aux États-Unis. Vous savez, le fait de Mais mettre oui, et là, c'est vraiment ça. Et on voit d'ailleurs à un moment donné qu'Emmanuel Macron est presque déstabilisé et essaye de prendre un pas en arrière. Quand on entend ce qu'on a entendu juste avant, c'est-à-dire le monde devient fou et on va en parler, on se demande si ça a un lien ou pas. Bon, évidemment, je ne vous demande pas de lire dans le mar de café, mais tout de même de me dire, à votre avis, quels sont les enjeux internationaux qui se jouent et qui ont pu être... C'est intéressant d'ailleurs, on voyait cette grande réunion à Notre-Dame de Paris avec le président ukrainien, Donald Trump, on a même vu Elon Musk arriver glorieux sous les yeux de nos différents gouvernants. Comment vous analysez cette espèce de réunion, on va dire, œcuménique qui s'est déroulée à Notre-Dame de Paris et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer ? Le premier temps d'analyse, le premier regard, c'est l'impact, le rayonnement spirituel, culturel, architectural, historique de Notre-Dame de Paris sur le monde entier. C'est ça le premier élément, de la même manière que l'incendie a ému le monde entier il y a 5 ans. Enfin, il faut se souvenir il n'y a pas un journal au monde qui n'en a pas fait un article de sa une, au minimum un article en page 3 pour couvrir l'événement. Bon, voilà, ça c'est la part historique de la France et sa réputation. Quand la France épouse les pas du bon Dieu, elle fait le tour du monde et elle tente de belles choses un peu partout. Quand elle l'oublie, elle sombre. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est une constante historique, ce qui explique notre histoire un peu en dents de scie. Ça s'est répété. Ensuite, le président élu américain vient à Paris. Voilà, on ne voit que lui. C'est le patron. Car tout le monde comprend que les gens vont faire ce qu'ils veulent en réalité parce que en plus, il n'est pas du genre à louvoyer Trump. C'est pas dans son style. Alors pour le meilleur et pour le pire, on est voilà. Quels sont les dossiers importants ? On les connaît. Les relations entre les États-Unis et la Chine intéressent l'Europe indirectement, mais évidemment, c'est sur sa propre table. Il l'a dit pendant toute sa campagne. Les États-Unis sont directement intéressés à la situation en Ukraine, évidemment, et en plus de l'Ukraine, à ce qui est en train de se passer en Géorgie, en Moldavie et probablement en Roumanie. Donc ça veut dire que dans toute cette partie slave de l'Europe, il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Et puis il y a le Proche-Orient. On apprend que effectivement, dans une espèce de paradoxe ou de choc des contraires, le même jour que Bachar al-Assad quitte Damas pour sauver sa peau et que les États-Unis tirent 75 missiles, je crois, sur les positions de Daesh dans le nord de la Syrie. Ben voilà, toute la complexité de l'affaire syrienne est dite dans ces choses. Tout le monde se réjouit du fait que Assad quitte Damas. J'irai pas aussi vite que ça. Oui. Quand on connaît le pédigré de monsieur qui s'enorgueillit de l'avoir fait tomber, oui.
faut être inquiet, y compris pour nous. Lorsqu'il y a une dizaine d'années, je m'étais rendu en Syrie et que j'avais rencontré à 2 reprises Bachar al-Assad, et vos confrères français m'avaient dit: «Comment ça, vous allez rencontrer, comment pouvez-vous choisir entre, Assad et Al-Qaïda ou Daesh?» Et je leur avais dit: «Écoutez, entre la peste qui s'exporte et le choléra qui ne s'exporte pas, mon choix est fait». Voilà. Bachar al-Assad était, même si c'était imparfait et même si c'était douloureux pour le peuple syrien, et combien, un protecteur des minorités chrétiennes. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de protecteur en Syrie. C'est terminé. Et pour longtemps, sans doute. Donc je pense à eux ce matin. Oui. Voilà, je crois, les sujets qui intéressent le président Trump et ses relations avec l'Europe. Plus d'ailleurs l'Ukraine que le Proche-Orient, parce que l'Europe a complètement quitté le Proche-Orient. Nous avons, depuis, ça a commencé avec Jacques Chirac il y a 20 ans, et puis ça s'est terminé avec François Hollande et Emmanuel Macron il y a quelques années. Nous avons complètement perdu notre influence là-bas, même si Biden nous a gentiment raccroché au protocole de paix entre Israël et le Hezbollah, qui a duré d'ailleurs 24 heures, à propos du Liban. Voilà, donc je crois que Donald Trump est venu à Paris pour expliquer aux autres ce qui allait se passer. Voilà ce que je crois. Monsieur Macron voulait absolument que Trump soit là. Ça peut se comprendre d'ailleurs, parce que Trump était le président américain au moment où Notre-Dame a pris feu. Il s'en était ému d'ailleurs publiquement, donc je crois qu'il y a un geste de bonne manière de monsieur Macron à l'égard de Donald Trump à ce sujet. Mais Trump en a profité pour, le patron de la diplomatie occidentale, en tout cas c'est lui, et rien d'autre ne se fera que ce qu'il veut pour à la fois notre bonheur et sans doute beaucoup de nos désagréments. Oui, en tout cas, on a vu discours musclé et poignée de main, si on peut même appeler ça une poignée de main. Dominatrice. Dominatrice, oui, tout à C'est le fait. film avec Sylvester Stallone, s'appelle Over the Top. Over the Top, c'est quand le bras de fer, c'est celui qui surpasse avec le poignet le bras de l'autre pour le coucher. C'est assez, voilà, on est dans le. On Ouais. est dans cette imagerie-là. Donc, c'est une image également importante de ce qui s'est passé à Notre-Dame de Poisson, n'importe quoi. Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson, je rappelle, Merci président de Via la Voix du Peuple. Et merci à vous tous, chers amis. Nous étions encore une fois les premiers ici, la première matinale sur YouTube de tous les médias français. Les premiers grâce à vous, les premiers également avec les autres plateformes qu'on peut compter. Il n'y a pas que YouTube, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur les autres plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner à la Gazette du Tocsin, n'hésitez pas, ça nous permet de rester en lien, surtout si un jour on nous fait sauter cette chaîne qui pourrait un jour être considérée comme dérangeante, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. On va vous mettre ici tout de suite le lien de notre Gazette du Tocsin. Surtout, votre mission du jour, chers amis, votre mission du jour. Vous appelez vos 3 copains, votre grand-mère, votre tante, vos cousins, et vous leur dites de rejoindre la grande famille Tocsin. Il faut que nous arrivions à ces 300 000, on n'est pas si loin. 300 000 abonnés pour Noël. Allez, 300 000 abonnés pour Noël. Tout de suite, là, vous décrochez votre téléphone et vous appelez vos amis pour qu'on s'abonne et qu'on soit toujours plus nombreux. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. On se retrouve demain à 7h30.